Salut à tous, Playoff 2022 avec les trois équipes que je joue dans la partie, donc les Raptors, le Thunder et les Phoenix Suns, avec donc, vous allez voir, des issues favorables et défavorables pour les uns ou pour les autres, des petites surprises, des déceptions et des joies, c'est parti. On avait un tableau de Playoff que je vous avais montré sur le dernier épisode produit, à savoir celui des Suns, avec Cleveland, Boston notamment, Brooklyn qui devrait passer Washington si tout va bien. Un difficile premier tour face à Atlanta qui est délicat à jouer dans le jeu pour les Raptors. Un petit Miami-Milwaukee où c'est bien difficile de désigner un favori même si le Heat avait démarré avant. Phoenix aura aussi fort à faire face aux Nuggets. New Orleans apparaît être très très forte. Donc à voir s'ils ne vont faire qu'une bouchée des Warriors ou pas. Après, il y a un premier tour peut-être un peu plus facile d'abord à aborder, en tout cas pour OKC face à Minnesota. Et puis le choc de LA dès le premier tour des playoffs. Alors ça fait très très mal. Pourtant, les deux équipes sont encore assez fortes dans la partie. Mais voilà, c'est comme ça. 4 et 5, c'est la loi. Donc, on commence par un premier match des Raptors qui rendent visite aux Hawks. Je rappelle que Anunoby est blessé à ce stade-là, ce qui fait qu'on a titularisé Luau Cabarro poste 3, Trae Young qui vient se faire le petit check avec Pascal Siakam avant le match. Ça va être costaud. Ça va être costaud d'arriver à museler Trae Young d'une part et à rendre inoffensif les autres d'autre part. C'est une grosse ambiance là dans le vestiaire des Raptors. La séquence est quand même assez rigolote. Arriver à museler Trae Young, c'est délicat. Par contre, essayer de limiter les autres et prendre du rebond et ne pas se laisser manger par Capella et compagnie, ça, ce sera le défi. Je mets Van Vliet en défense indive un peu serré sur Trae Young. Et vous voyez donc, on est en face là du MVP 2022 avec 35 points et 11 passes. C'est un mutant. Vous avez vu, il démarre avec Okongwu, mais Capella sortira du banc. Donc Okongwu, à mon sens, gros joueur, surtout qui est un des types à prendre si on veut progresser. Et c'est plutôt sympa. Je me méfie beaucoup de Trae Young. Et du coup, en fait, il ne faut pas non plus laisser Collins shooter de manière trop aisée. Donc là, il y a une mismatch en plus qui a été créée. Mauvaise limonade là, je vais faire une faute. C'est coupé par des fautes. Parce que là, pas le temps de jouer au plus malin et pas envie de prendre un panier gratuit. On essaie de laisser rien de gratuit à tout le monde. On a quelques positions ouvertes, il faut les rentrer. Le début de match est donc déjà assez mauvais. En ce sens qu'on a laissé un shoot facile. Encore voici un autre shoot facile pour Gallinari sur la contre-attaque derrière le PJ Tucker ouvert qui ne rentre pas. On va rejouer du pick and pop comme ça avec Miles Turner qui, lui, va arriver à trouver un peu d'adresse. Le petit Malachi Flynn travaille comme ça avec Turner et lui ressort la balle de nouveau pour, là aussi, un shoot externe. Donc là, c'est un petit peu mieux. La séquence dans cette partie-là a été un petit peu meilleure. Voilà, vous voyez, ce qui ne doit pas arriver, c'est ces rebonds offensifs. C'est pas possible. C'est juste pas possible d'encaisser des paniers pareils. Vous allez me dire, parfois il y a un peu rien à faire. C'est un peu codé, clairement, mais parfois au lieu de sauter, il faut mettre des écrans en retard. Et des fois, moi, dans la précipitation, il peut m'arriver de sauter à la place de placer des blocs. Donc voilà. Heureusement que Kyle Lowry nous permet encore de rester au contact à l'approche de la mi-temps et derrière encore shoot ouvert. Oui, Miles Turner ne va pas non plus faire 7 sur 7 à 3 points. Il faut s'y préparer mentalement. Donc les contre-attaques en plus sont payées excessivement cher. Kevin Huerter est pas mal en création, même si on arrive un peu à contester. Allez, la contre-attaque pour Luau. Il faut aller au panier, mon coco. Il faut aller au panier. Flynn, très bien. Très bonne action de Malachi Flynn. Van Vliet va-t-il servir boucher? Non, il se fait contrer par Clint Capella. Il y a une avalanche comme ça de mauvais choix qui sont payés systématiquement par 2 ou 3 points. Et ça, en entame de quatrième quart, ça se paye avec un différentiel de 8 points. Donc peut-être manque de lucidité, manette en main de la part du joueur humain, moi,
et à la fois aussi extrême efficacité de l'IA qui se sert très très bien de ces Atlanta Hawks. Heureusement que parfois il y a un shoot dévissé, mais derrière le rebond. Alors cette action, elle a résumé énormément de choses. Tu avais la possibilité de marquer, tu te fais intercepter, ce qui est la pire des choses, parce qu'il n'y a même pas de shoot tenté. Et derrière, tu te manges le -10. Donc, on va chercher ensuite quelques positions ouvertes, mais ça ne semble pas être le bon jour pour les Raptors. Trop bien défendu, je ne crois pas. En plus, quand on prend un rebond offensif, il y a une faute sans ballon qui nous prive de la possession. Trae Young qui artille, bref, on a compris l'histoire. 1 minute à jouer et c'est la Bérésina. On a pris 20 points dans la gueule, ou 15 là en l'occurrence. Et en plus, ils ont eu que 30% d'adresse à 3 points. C'était une calamité. Je retiendrai les interceptions des Hawks, ou plutôt les pertes de balles signées par moi, et surtout l'ultra-domination au rebond des Atlanta Hawks qui n'ont fait qu'une bouchée de ces Raptors sur ce premier match. Alors je me demande bien par quel miracle est-ce que la situation pourrait s'inverser. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein, mais ça a failli offensivement, ça a été la cata. Hein. 2 sur 14, Larry notamment. Bon, voilà, ça va pas. Il faut peut-être retrouver la petite stratégie assez lâche, mais qui fonctionne, des alley-oops en pagaille, bref, c'est la question. Suns contre Denver, Game 1. Donc là, on reçoit par contre. Les Suns reçoivent au match 1, avec toujours cette équipe qui est équilibrée, je pense, avec la présence de Cam Johnson dans le 5 pour laisser Crowder en compagnie de J.J. Redick et Cam Reddish en sortie de banc, ce qui nous fait un secteur extérieur plutôt compétitif, des pourvoyeurs de points. On sait qu'on a notre tour invincible à l'intérieur, c'est DeAndre Ayton. Ben justement, il va avoir fort à faire face à Nico Jokic, puisque quand même Nico, c'est très 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 fort. On n'apprendra pas grand chose. Vous voyez, regardez, il se régale d'entrer en venant comme ça prendre son propre rebond, et on se fait sanctionner. Donc, globalement, tiens, sur ces premières minutes là de vidéo, tiens, allez, Chris Paul, voilà. Il faut rentrer ces shoots là. Sans cela, on sera dans la panade et on se retrouvera à subir la même chose que ce qu'ont pu subir les Raptors juste avant, avec ce degré en moins qui est le jeu moins rapide des Nuggets par rapport au jeu des Hawks, qui aura fait très très mal en l'occurrence. Les Hawks courent beaucoup et ont des joueurs athlétiques et plutôt rapides, là où Denver joue différemment. Il joue plus avec Jokic qui est assez souvent en position en tête de raquette, qui va comme ça servir quelqu'un comme Moussa Cissé qui s'est régalé sur cette attaque-là. Donc à voir le Moussa Cissé. Et même en l'absence de Jokic, il y a aussi du jeu comme ça collectif. C'était le cas ici. Toutefois, fin de premier quart-temps, on mène avec une grosse défense. Ici, c'était Reddish qui était venu pour contrer. Allez, ça se passe plutôt pas si mal. Voilà la bonne défense de Jay Crowder. Alors certes, après, on aura la faute et ça obligera à aller sur la ligne. Mais il y a de la perturbation, il y a de l'apport du banc. Et indéniablement, le niveau ne baisse pas lorsque les rotations se font dans cette équipe-là. Il y a de la dissuasion intérieure. Bref, on est sur un projet, on le sent de suite, qui est un petit peu mieux ficelé que du côté des Raptors, où on se fait du souci pour la suite. On va voir ce qui va se passer. Même Mikal Bridges, ici, s'est fait plaisir. On est à +10. Le match est plutôt en bonne maîtrise. Même Jalen Smith ici qui rentre un shoot externe plutôt intéressant. Alors par contre, il faut essayer de pas subir comme ça des runs comme ce panier de Will Barton qui peut provoquer ensuite 2-3 autres actions positives, surtout si on fait de la M en 5 lettres, de la grosse merde en attaque derrière. Oui, ben voilà ce qui peut arriver. Regardez-moi ça. Garuba. Et oui. Donc ça revient. Faut faire gaffe. On peut se retrouver rapidement en difficulté si on ne fait pas preuve
de pragmatisme. Ici, c'est Cam Johnson qui rentre, ce qui est peut-être le shoot du match, puisqu'il nous met à l'abri et assure aux Suns 36% à 3 points, ça va. Une victoire sur ce premier match. Bon, rien n'est fait, mais au moins on commence par un 1-0. Donc, pas de problème. On prend tous les jours. Ensuite, analyse des stats. Booker n'a pas été trop en réussite. Pour le reste, par contre, tout le monde a contribué à sa hauteur. Jokic a fait son match sans non plus tout exploser. Ça va, c'était maîtrisé. Ensuite, je vous avais montré un petit peu comme un apéritif des playoffs du OKC. Je vous avais montré le large image du match 1 contre Minnesota, dont voici par contre là un très court résumé. Donc il y avait eu une victoire au match 1 avec du bon Pokusevski, du bon Winslow, avec du Malédon qui vient comme ça retrouver ses intérieurs un peu surathlétiques par moment, avec Shai Gilgeous-Alexander qui, lorsqu'on a besoin de lui, est toujours présent et rentre des shoots qui sont parfois très difficiles ou des pénétrations qui sont plus qu'intéressantes. Donc le boulot a été bien fait, avec un bon partage du scoring même, nonobstant le fait que du côté de Minnesota, il y a du mutant. Hein, il y avait eu du grand Anthony Edwards, alors que la déception aurait peut-être pu être Aaron Gordon qu'ils ont acquis au poste 4. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, je trouve, de prendre Gordon sur une équipe pareille, si tu arrives à l'ajouter, et salarialement, ça avait matché, visiblement. Mais par contre, il faut absolument qu'il contribue davantage, meilleur équilibre du ballon, bref, tout ce que vous voulez. Je vais changer ma rotation du côté des Raptors et faire jouer Anunoby, même s'il n'est pas encore totalement remis de sa blessure, parce que j'ai trop besoin de lui par rapport à ces Hawks que je crains au plus haut point. Le banc sur lequel j'ai focus là à l'instant, sera-t-il à la hauteur et nous permettra-t-il d'exister ou est-ce qu'on sera irrémédiablement balayé par cette équipe d'Atlanta? Donc allons-y. Anunoby joue quand même s'il est blessé, je l'ai dit, et on se dirige là vers une victoire relativement aisée des Hawks qui passent déjà à 2-0. C'est pas très très bon le 2-0 et allez, le 2-0 est moins grave sur NBA 2K que dans la réalité. Mais par contre, ça reste quand même assez mal engagé puisqu'on fait un peu baisser l'entente équipe par les défaites. C'est pas très positif. Et l'entente équipe de l'autre côté qui augmente, bref, le momentum qui est un peu modélisé de cette façon-là par le jeu, le momentum est du côté d'Atlanta et le momentum est également dans l'autre série à l'ouest, Phoenix-Denver, le 3 contre le 6. Cette fois-ci, toujours à l'avantage du numéro 3 de saison régulière, c'est Phoenix qui mène 2-0, donc qui a le momentum. Est-ce que le Thunder va être capable, lui aussi, d'enquiller le 2-0? Oui, grâce à un beau match signé Gilgeous-Alexander, entre autres. Donc, il y a des écarts qui sont faits un peu dans les séries à ce moment-là. Et on va aller de nouveau du côté de l'Est pour la simulation du match 3, Raptors contre ATL. Donc, allons-y. On m'informe qu'Anunoby est blessé en haut à gauche. Je suis au courant, mon grand, mais il doit jouer. Voilà, c'est comme ça. On va prendre d'ailleurs ce match 3. Donc ça, c'est le match de l'espoir. Revenir à 2-1, il fallait le faire. Il fallait absolument le faire. C'est fait. Et on va regarder aussi là, maintenant, on repasse à l'ouest. Les choses sont évidemment chronologiques. Cela va de soi. Il y a un ordre qui est toujours le même dans la manière d'enchaîner les séries. Et là, tiens, défaite des Suns. Donc là aussi, ça revient à 2-1 dans la série. Est-ce que Minnesota va nous taper le même délire contre OKC? Est-ce que Minnesota va revenir à 2-1 ou pas? On va regarder ça de suite. Ah tiens, retour de Mobley. Ça, c'est pas dommage. Parce qu'il avait été blessé en fin de saison régulière. Regardez-moi ce potentiel de malade mental. Mobley, ce qui va se passer, c'est que comme l'équipe tourne bien, on va dire pour terminer ce premier tour,
je suis tenté de ne pas le remettre dans la rotation. Mais vous allez voir que ça va être de courte durée parce que je vais rapidement être obligé de le remettre dans la rotation. Et, voilà, 3-0 pour le Thunder. Ouais, voilà. J'ai préféré pas modifier en fait une rotation avancée qui fonctionnait apparemment très bien contre Minnesota pour plutôt passer ce tour et ensuite reconsidérer les choses par rapport à Los Angeles, par rapport aux Lakers a priori, puisque Lakers joue avec un pivot à côté d'Anthony Davis, donc, d'ailleurs c'est mon Trezorel, et donc là il faut réfléchir vraiment à ce qu'on oppose à Anthony Davis. Oh là là, ici c'était dramatique, on perd ce match en prolongue, match charnière de cette série Atlanta contre Toronto. On se retrouve à ce moment-là mené 3-1 avec Van Vliet, Siakam, Lowry sur lesquels les pourcentages sont un peu foireux, mais par contre le scoring est correct. Et en face, ok, hein, merci. 43 points de Trae Young qui joue 49 minutes. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On sent toute la puissance du bonhomme. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire face à Trae Young? On va regarder ça juste après. Auparavant, avancée de la série à l'ouest qui oppose les Suns aux Nuggets. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce match-là? Waouh! Pour un souffle, les Nuggets, 2 points d'écart. Nuggets reviennent à égalité dans la série. Tout est relancé. Rien de fait. En revanche, est-ce que OKC va être capable de nous plier l'affaire contre les Wolves? On va regarder ça de suite. Los Angeles Lakers sont en train de sweeper les Clippers. Donc vraiment là, j'avoue, truc improbable a priori. Ah tiens, réduction du score pour les Wolves. Donc faudrait pas que ça revienne à 3-3 tout ça. Mais bon, je suis assez optimiste. Ça y est, les Lakers ont sweepé les Clippers. Tout comme New Orleans a sweepé les Warriors. Il n'y a pas de sweep à l'Est en revanche, même s'il y a des avantages nets dans les séries. On sent venir l'upset pour Milwaukee face à Miami. Et là, regardez-moi ça. Oui, c'est irrémédiable. On sort. Les Raptors sont donc sortis de ces playoffs. Et franchement, apparemment, il n'y avait pas photo. Les Hawks sont une bien meilleure équipe en ce mois de juin 2022 dans cette partie, avec là encore de l'immense Trae Young. Il joue quand même 44 minutes sur 48 possibles, mais c'est des trucs qu'on voit tout à fait dans la réalité. Sur les superstars jouent aussi plus de 40 minutes sur ces matchs-là, donc il n'y a même rien à redire de ce côté. C'est parfait. Siakam, affreux. Van Vliet, il a construit un mur de briques. Et voilà, on a été calamiteux offensivement, ce qui vient un peu confirmer ce que je vous avais montré à la fin de l'épisode précédent, où on avait tiré un bilan des offensive et defensive ratings dans la ligue. On s'était aperçu que Toronto, ce qui flanchait le plus, c'était l'attaque. La défense était très bonne, mais pas l'attaque. Et en l'occurrence, c'est ce qui se sera matérialisé face à ces Hawks, au moment où les Suns prennent l'avantage dans la série 3-2, et où il faudrait absolument terminer maintenant. Du côté de OKC, en plus le match est à domicile, le 5e match de cette série se déroule dans la Chesapeake Arena. Donc allons-y. Est-ce que tout ça va être terminé ou est-ce qu'on va devoir reprendre la manette? Voilà, l'histoire est réglée. Domination dans les 4 quarts-temps pour le Thunder qui passe assez facilement l'obstacle des Wolves, avec encore Gilgeous-Alexander et une répartition du scoring qui me plaît énormément, puisque c'est un peu l'esprit de l'équipe, donc tout va bien, même en simu, ils arrivent à bien se répartir le scoring. Il y aura un gros choc maintenant face aux Lakers, mais d'autres questions à régler maintenant, c'est maintenant que les Raptors sont out et que le Thunder est qualifié, on va s'occuper plus en détail de la série Suns contre Denver pour s'apercevoir que sur ce match-là, Denver va arracher en deuxième mi-temps une victoire et revenir à 3-3. Et vous connaissez l'adage, je le répète de temps en temps, mais je le pense, un match 7, ça se joue.
On va pas le laisser celui-là. Le momentum en plus, il a changé déjà 2-3 fois de côté. Hein. On a du Denver Nuggets qui honnêtement ne baisse pas pavillon, et tant mieux, face à cette équipe des Suns. Bref, vrai défi sur un match 7. Réception des Nuggets, on y va. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer? Il n'y a pas vraiment de blessure d'un côté ou de l'autre. Donc, on est sur les mêmes effectifs que sur le début de série. Et simplement, oui, je pense qu'ils ont un peu mieux utilisé en simulation Niko Jokic que ce qu'il ne pouvait l'être. Vous voyez, je défends beaucoup sans ballon en fait. Je défends beaucoup sans ballon et j'essaye de faire en sorte... Oh là, qu'est-ce que c'est joli. Jokic à des moments est indéfendable. Et d'ailleurs, cela coïncide vraiment avec la réalité où on sait à quel point ce type est dur à défendre. Provoque aussi, comme ça, sur cette action, une faute de DeAndre Ayton. J'essaye toujours, quand il est sur le terrain, de bloquer ses mouvements ou d'anticiper un petit peu ses déplacements et de couper aussi peut-être parfois certaines lignes de passe ou rendre les passes plus difficiles. Vous voyez, par exemple, là, je suis avec quelqu'un qui, normalement, était censé venir protéger l'anneau, mais ça n'a pas été le cas. La gestion de la défense face aux Nuggets, honnêtement, c'est un vrai pari. Hein. Il faut vraiment... C'est super amusant. Hein. En l'occurrence, ici, vous voyez encore quelqu'un, c'était Moussa Cissé, là, qui est venu vers le cercle. Ils font jouer leur petit rookie 2021 à Nagy, là, qui est assez intéressant, qui met ici à l'allemande l'ami Smith sur le mouvement. Heureusement qu'après Smith reprend la balle au rebond. Allez, la contre-attaque, qu'est-ce qu'elle va donner? Est-ce que J.J. Redick pourra retrouver Smith? Oui. Donc voilà, on transforme Redick par moment en passeur. Est-ce que Chris Paul peut arriver à mettre dedans? C'est dommage, ça aurait fait un petit écart. Attention aux contre-attaques. Hein. Ils ont tendance... Voilà. Allez. Et ouais. Jokic, c'est dur parce que il a déjà lancé son shoot, qu'il est déjà au rebond en fait. Même quand c'est un lay-up contre la planche, le type il reprend tous les rebonds et tout. C'est assez compliqué. Après, encore une fois, voilà, hein, les écrans en retard, je sais. J'ai joué au basket. Je suis au courant. Je suis au courant que la meilleure chose à faire souvent, c'est pas de sauter pour essayer d'avoir le rebond, c'est plutôt de poser un bloc. Mais il faut y arriver. Voilà. Il faut arriver à bloquer ces bestiaux comme Niko Jokic peut être, à savoir somptueux. Ici, le mouvement était très très beau de Harris. Et derrière, la contre-attaque pour Booker dans le corner. Voilà, ça c'est le basket. Rapide en contre-attaque qu'on veut voir. Derrière, oh là 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 là, j'ai mangé à la fin, c'était horrible. J'ai fait sauter Ayton. Mais la défense globale a été bonne, et notamment Jalen Suggs qu'on apercevait sur la fin de l'action. Il a été correct, le bonhomme. C'est pas encore un très bon défenseur, hein, Jalen Suggs, mon rookie. Mais nul doute qu'il se développera. Et là, c'est Cam Johnson qui vient nous apporter là aussi la touche finale de ce troisième quart pour passer à plus 8. Allez, grosse défense demandée. Ah là là, on peut rien faire. On peut rien faire. Mais c'est pas grave. À la limite, je les laisse, ces actions-là. Face à l'indéfendable, tu fais ce que tu laisses, c'est pas grave, il n'y a pas de honte. Par contre, faut rien laisser de facile, quoi. Voilà, l'objectif, il est là. On laisse rien de facile. Derrière, on n'hésite pas. Non, ça c'était un mauvais shoot, vous voyez. Il aurait mieux valu aller à l'anneau avec Paul que ressortir pour Cam Johnson. Des fois, je fais un truc, mais je suis en train de me dire, mais merde, non, c'est peut-être pas ça qu'il fallait faire. Attention à ces Nuggets qui reviennent. Oui, on a bloqué par un retour de Ayton proche de Jokic. On a bloqué la possibilité de shoot à 3 points. Derrière, c'est Harris qui a trouvé une très belle solution. Allez, il y a un ballon très important à plus 5, 40 secondes. Un shoot serait la victoire. Et c'est Booker qui va venir comme ça apporter la touche finale, qualification à venir pour mes petits Suns qui vont éliminer les Nuggets. Et honnêtement, ça aurait été un beau combat. Les Nuggets, c'était un adversaire très difficile quand même pour ces Suns. Et la simu aussi était difficile face à eux. Bon, on l'emporte au match 7. Ça permet de continuer l'histoire. Et on n'a plus de représentants. Vous voyez, 35%
à 3 points sur 20 tentatives. Ça, c'est un gros échantillon de shoot. Hein. J'en ai pris un paquet. Hein. Alors évidemment, 35%, ça vaut ce que ça vaut. Mais au moins, il y a eu beaucoup de situations comme ça de shoot. J'étais plutôt content d'arriver à m'en créer. Après, il faut avoir l'adresse. Hein. On voit que Booker a été plutôt adroit extérieurement, plutôt gêné en revanche dès qu'il était vers le cercle. Donc ça aurait été quand même le grand bonhomme de ce match, de par sa réussite externe, hein, du grand Devin Booker. Tiens, une petite parenthèse, je profite de ces petits ralentis pour vous dire une chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il m'arrive fréquemment de regarder les Suns jouer dans la réalité, et je trouve que Devin Booker a passé un cap cette année au niveau de sa défense, de son implication, de sa concentration. On dirait que ce type profite pleinement de la présence de Chris Paul à ses côtés pour franchir le cap qui fait qu'on devient plus qu'un très bon scoreur, en fait. Et d'ailleurs, il va y avoir besoin de toutes ces qualités-là face aux Pelicans, qui seront le prochain adversaire des Suns. Les Pelicans de Zion Williamson, qui est déjà à 93 d'overall, avec une surpuissance athlétique qu'on connaît, une dangerosité de tous les instants. Donc il va falloir peut-être penser à un plan anti-Zion. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai modifié ma rotation pour ce deuxième tour, pour ces demi-finales de conf. J'ai modifié ma rotation, j'ai essayé de miser sur la présence physique, la robustesse de Jay Crowder, pour voir si ce dernier ne pourrait pas peut-être s'opposer un petit peu mieux que Cameron Johnson à l'ami Zion. Donc c'est un pari. On verra si ça marche. On verra si ça peut nous aider ou si c'est totalement vain. Voilà, on a quand même un bon banc. Moi, j'aime bien ce banc des Suns. Je trouve qu'il est assez complémentaire des titulaires. Donc, je pourrais même imaginer une rotation un peu binaire dans laquelle il y aurait... on voit ça parfois en NBA. Hein. Il y a des rotations qui sont très élaborées de la part de certains coachs. Il y a d'autres rotations qui ne sont pas élaborées du tout. C'est-à-dire que vous retrouvez... en fait, avec un 5 majeur, et puis de vraies séquences où sur le parquet, il y a le 5 mineur. Moi, je vous avoue qu'à ce niveau-là, je serais plus du côté des coachs qui font une rotation un peu plus élaborée. Et je laisserai toujours minimum un ou deux titulaires. Un seul si c'est un franchise player, mais sinon deux, un ou deux ou trois titulaires toujours sur le parquet. Ça me semble en tout cas être un truc qui paye, quoi. Et je me sens mieux avec ça, mais bon, ça c'est personnel. Hein. Attention, ici, début de match qui est signé Alec Burks, qui honnêtement fait assez mal à ces Phoenix Suns dans les premières minutes, même si on s'en sort parce que offensivement, on arrive à trouver quelques solutions. Voilà, prise à deux ici sur Zion Williamson qui a rapporté. Allez. Il faut trouver des positions, c'est pas évident. Heureusement, le mouvement ici de Bridges vers le cercle a offert à Ayton une possibilité létale. Et en l'occurrence, attention aussi à Bledsoe qui sort du banc. Il est en perdition depuis 2-3 ans, je trouve, IRL, Bledsoe. Hein, bon, d'ailleurs, on peut se demander si on est un peu méchant. Tiens, c'est un ancien joueur de Phoenix en plus. Si on est un peu méchant pour Bledsoe, on peut se demander si un jour il a déjà été super fort, au sens pas individuellement brillant, mais qui apportait vraiment à quelque chose et qui faisait gagner une équipe. Donc ça, ce serait le côté un peu méchant et taquin, mais oh là là, ça c'est horrible. Il reprend son propre rebond. Je peux vous dire que là, Bledsoe, il est super efficace et il nous fait très très mal en ce début de match. Un autre qui nous fait mal, et ça, c'est toujours mauvais augure, c'est Steven Adams. L'ami Burks, heureusement, n'a pas mis dedans, mais derrière, qui est-ce qui ramasse? C'est Steven Adams. Donc, vous savez, ça, c'est les scénarios qu'on n'aime pas beaucoup parce que la superstar n'a pas encore donné toute sa mesure. Hein, Zion, en l'occurrence. Zion n'a pas du tout montré de grandes choses jusque-là. Ingram non plus.
Par contre, on a laissé Bledsoe, on a laissé Adams, on a laissé Alec Burks nous partouzer sur déjà une mi-temps. Et on est mené au score. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez désespérant. Allez, moi, ce rebond long de Adams, là, alors que le shoot de Ingram était en fin de possession, c'était calamiteux. Et derrière, bam, mange-toi ça. Donc, là, malheureusement, en ce premier match des demi-finales de conf, il y a tous les signes d'un mauvais moment à passer, puisqu'on a laissé briller les seconds couteaux de l'équipe adverse, et en plus, on maîtrise pas le rebond. Donc là, c'est pas ce qu'on a envie de voir. Alors là, celle-là, elle était somptueuse. Mais quel monstre ce Zion. Et en plus, quand il va pas t'humilier au cercle et écraser tout ça, il te sert Ingram Exter qui forcément se retrouve solo parce que tu as déclenché une prise à deux et c'est la panique en défense. Ingram qui en plus pull up à deux juste avant, qui va vers le cercle, il n'y a plus aucune défense. On est complètement anéanti en cette deuxième mi-temps là. Et les Pelicans ont passé la vitesse supérieure et c'est la Bérésina du côté de mes petits Suns qui finiront très très mal ce match. Et le pire, c'est qu'ils ont fait 1 sur 8 à 3 points. Les Pelicans, en gros, ils n'ont pas eu besoin de forcer leur talent. Donc voilà, à l'image de cette action, là où on rate à peu près tout ce qu'on peut, et où derrière, ça convertit. Très très difficile premier match pour les Suns. Espérons qu'on arrivera à l'oublier. Adams qui nous a démonté au rebond, il m'a fait très très mal, hein, Steven Adams. Par ailleurs, un joueur que j'adore, que je trouve assez attachant. Donc ça a été une catastrophe. Même les ballons perdus, enfin bon. Quand rien ne va vraiment, hein, ça va finir à 64-41, c'est beaucoup. Hein. Encaisser 64 points en 4 quarts-temps de 5 minutes, ça veut dire qu'on s'est fait éclater, mais complètement éclater. Donc voilà un mauvais moment, et puis également donc la possibilité laissée à Burks, Adams, Bledsoe de briller beaucoup trop, et des pourcentages de notre côté insuffisants. Je pense à Reddish ou Bridges ou Cam Johnson qui ont été calamiteux. Redick n'a pas trouvé la mire non plus. Voilà. On se retrouve donc ensuite sur le premier match du Thunder face aux Lakers. Alors ce que je vais faire ici, c'est que je ne vais pas jouer tout de suite. On va attendre de voir un peu l'évolution de la série pour décider si on joue un match et à quel moment. Apparemment, Unibro, il nous a décalqué sur le premier match. Ça veut dire que les Lakers sont venus prendre un match à l'extérieur. Ce qui va m'offrir une opportunité, c'est la blessure de Bazley. Je vais à ce moment-là me dire, écoute, pour s'opposer à Anthony Davis, est-ce qu'il ne faudrait pas oser aligner Evan Mobley, qui, même s'il est répertorié poste 5, hein, on est d'accord, j'aime pas faire n'importe quoi au niveau des postes, je vous l'avoue, hein, je déteste ça. Mais en même temps, Mobley, avec les qualités qui sont les siennes là dans la partie, il y a tout lieu de penser qu'il peut embêter Davis. Alors, si tant est que quelqu'un peut embêter Anthony Davis. Hein. Mais en tout cas, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Du coup, j'ai tenté ce pari-là. On verra si ça paye ou pas. Derrière, ah là là, les 43 points de Williamson qui viennent comme ça offrir à New Orleans le 2-0 dans la série face à Phoenix. Dans la foulée, bon, par contre, le Thunder, là, il faudrait se réveiller hein, face aux Lakers. Au moins, on prendra un direct, hein, parce que si tu te retrouves mené 2-0, on éteint la lumière et on s'en va. Donc, un partout. À ce stade-là, très bien. Feuille de match. Pokusevski à 36 points. Gilgeous à son niveau. Et Mobley, peu en réussite, mais qui aura peut-être embêté Anthony Davis, dont on voit qu'il a fait 6 sur 16. Pourquoi pas? Allez, est-ce que ça va se confirmer ou est-ce que c'est juste comme ça un peu un hasard? On verra bien par la suite. À l'Est, pendant ce temps-là, ça avance. On va le commenter juste après, mais concentrons-nous ici sur le 3-0 pour les Pelicans contre les Suns. Bon, je crois que là, on peut commencer à remballer les affaires, préparer le bus.
et réserver l'avion et les vacances pour les Bahamas, ça sent mauvais. Mais après, bon, on a déjà remonté des 0,3 hein, sur Touquet. Hein, c'est quelque chose qui existe. Hein. Mais bon, c'est quand même pas non plus le truc auquel on s'attend le plus. Voilà, 2-1 pour le Thunder pendant ce temps-là, tranquillement, contre les Lakers. Qu'a produit Anthony Davis? Il nous a fait un chantier, mais LeBron James est passé complètement en travers. Donc, ok, c'est plutôt bien. LeBron James qui passe en travers, à travers, ça veut dire que Winslow et Kuminga ont quand même dû exercer une forme de pression sur lui. Donc, c'est satisfaisant. Allez, match 4 pour les Suns face aux New Orleans Pelicans. Est-ce qu'au moins on va ne pas se faire sweeper? Ce serait salutaire. Ça va être le cas. On va même leur mettre 30 points sur ce match-là. Donc plutôt sympa. En face, Brooklyn, Cleveland, Atlanta contre les Bucks. Ça avance, les séries avancent. Ok, ici, match 4. Allez, il serait bon de le prendre celui-là pour se mettre en position de qualif. Et ce ne sera pas le cas. On va être recollé à 2-2. Donc égalité parfaite. Tout va se jouer sur 3 matchs dans la série OKC Lakers, au meilleur des 3 matchs en tout cas. Et les Pelicans vont-ils nous porter le coup de grâce du côté des Suns? Je vous avoue que la défaite inaugurale de cette série m'a tellement fait comprendre qu'on était globalement loin du niveau que je me suis dit, tu simules et tu vois, à part un match 7, tu n'insistes pas, 39 points de Zion, waouh. Donc voilà, la saison s'achève hein, pour les Suns, sur un carton de Zion Williamson, qui viendra donner comme ça des cauchemars à mes petits Suns pendant l'été. Il va falloir peut-être trouver un ou deux ajustements auxquels je pense, surtout que je peux déjà le dire, Redick va prendre sa retraite. J.J. Redick va donc libérer un peu de place au niveau du fric et va permettre peut-être d'envisager quelque chose auquel je pense pour venir gonfler un peu la qualité globale de l'équipe. La faiblesse défensive aura été vraiment calamiteuse. Là, je suis sur les stades de demi-finale de conf, hein, d'accord, avec des minutes que je vous ai affichées en haut pour les résumer. Et puis ensuite, comme ça va permettre de regarder les autres stats à la lumière des minutes jouées. Voilà, par exemple, que Booker et Paul ont été en échec total. Finalement, les minutes où Jay Crowder était sur le parquet étaient les moins mauvaises de l'équipe, en apparence. Bridges, Reddish, Cam Johnson, Jalen Smith, on a compris hein, où ont été les mauvais passages. Les mauvais passages, c'était quand Crowder n'était pas là, en gros. Hein. Donc, quelque part, c'est venu confirmer mon petit changement au départ. Il aurait fallu faire jouer Jay Crowder 42 minutes au lieu de le faire jouer seulement 30. Voilà, ça nous donne des pistes. Il n'y avait pas grand-chose à faire contre ce Zion Williamson-là, qui est, il est comme il est, voilà, peu importe. On est dans une partie, c'est fictif. Je ne vais pas commencer à dire, ouais, c'est cheaté, machin. Je ne vais pas pleurer comme une grosse pleureuse, là. Non, on a perdu. Zion nous a partousé. Point, on passe à la suite. Donc, le Thunder peut-il envisager de nous sauver la partie et les playoffs 2022? En tout cas, c'est plutôt pas mal parce qu'ils offrent une sacrée belle résistance en simu, hein, toujours, à ces Lakers, ce qui va évidemment me donner l'envie de jouer le match 7. En plus, c'est du côté de Los Angeles, et donc on va jouer à l'extérieur, ce qui est toujours excitant. Est-ce que le numéro 1 de la saison régulière va venir comme ça clore la série du côté du Staples Center? C'est tout ce qu'on va voir là maintenant. Match que j'ai joué, qui m'a beaucoup plu. Il était très 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 excitant, manette en main. Je sais pas, c'est peut-être le match le plus sympa en fait de cet épisode. On va voir, mais il a été vraiment terrible. Il a été terrible. 9 victoires d'écart sur la régulière, ça fait bizarre hein, de voir un écart en faveur de OKC par rapport aux Lakers, mais il faut dire qu'il s'est passé quelque chose cette année-là dans la partie. On démarre toujours de la même manière.
On a maintenu Mobley en sortie de banc avec un gros travail défensif à effectuer sur Anthony Davis, puisque Montrezl start. On a toujours Dennis Schroeder, Caruso ou bien même l'ami Caldwell Pope sur les extérieurs de cette équipe. Et oui. Après, voilà. Hein. Est-ce que Caruso peut tenir le phénomène par moment? Allez, j'ose le dire, c'est un peu honteux de dire ça, mais le phénomène quasi jordanesque Gilgeous-Alexander, réponse. Déjà, il faudrait commencer par mettre les lay-up. Non, mais blague à part, oui, Caruso, il n'a pas grand-chose à enlever à Gilgeous-Alexander qui fait à peu près ce qu'il veut face à lui, en tout cas dans ce contexte-là. Là. Début de partie un peu désavantageux. Hein. Vous voyez ici Kuzma qui va donner plus 7 aux Lakers, qui démarre très très bien. C'est un shoot casse-croûte que je prends ici avec Kuminga. Derrière, les contre-attaques vont très très vite. Ça joue bien. Caldwell Pope, c'était dévissé. Et évidemment, il y a toujours quelqu'un pour remettre dedans. Il s'appelle Anthony Davis. Donc, ça se passe pas très bien. Mais on a confiance. On sait que si on se bat, les choses peuvent changer. Cette équipe est capable de comeback. Le Thunder, là, est vraiment capable de comeback pour la bonne et simple raison que elle possède des qualités défensives qui lui permettent parfois de réaliser des séries de stops défensifs. Et on sait qu'en plus, c'est la double peine pour l'attaque quand elle échoue. Souvent, il y a une contre-attaque qui peut intervenir. Du coup, quand tu as une équipe qui a comme ça cette capacité à stopper les attaques adverses, ça peut être une martingale. Là, c'était le LeBron James block, le chase block. Hein. Souvenons-nous de le hashtag à Iguodala 2016, hein, c'est ça. Voilà, donc Shai Gilgeous-Alexander, il s'est pris un LeBron chase block. Derrière, ça défend aussi du côté du Thunder. Attention, le grand Dwight est bel et bien présent et renvoie Schroeder à ses chères études. Voilà, l'action était jolie, c'est pour ça que je me suis permis un petit ralenti. Est-ce que Pokusevski peut contenir Anthony Davis? En fait, en s'y mettant à deux, oui. Mais en s'y mettant seul, non. Voilà, derrière, le petit Azubuike qui a ses minutes. On est toujours sur des minutes qui sont assez éclatées au poste 5 dans cette équipe, exprès. Regardez-moi le job que fait Kuminga sur LeBron James, quoi. Il lui a pourri le passage au cercle. Et pourquoi LeBron cherche, hein. Il cherche le passage. Kuminga, avec ses qualités athlétiques, le force à prendre un shoot pourri, et derrière, on sécurise le rebond. Voilà. Ça, c'était une action, pour moi, qui était assez emblématique de ce qu'on est capable de faire. Petit fade-away signé à Lorford, à la Lamarcus Aldridge. Derrière, les pénétrations de Théo. Oui, Caruso se remet encore une fois à la faute. C'est le 2+1 sur cette pénétration de Théo Malédon. Hein, 31-27 à ce stade-là, qui va devenir 31-28. On est donc parfaitement dans le match en cette fin de troisième quart. Il faut juste continuer à défendre. Voilà, il y a un mismatch. Winslow sur Anthony Davis. Voilà, il faut que ça se paye. C'est le 2+1. Oui, Davis, j'avais pas la prétention de le stopper, hein, mais il y avait eu un mismatch en fait, et Winslow s'était retrouvé sur lui. Et en général, ça se paye très cher. On a Pokusevski qui fait le boulot aussi de l'autre côté du terrain, ce qui fait que on reste un peu au contact, même si c'est très difficile. Ici, c'est le passage où Théo Malédon va essayer de donner tout ce qu'il peut en début de quatrième quart, en attendant l'arrivée de Chris Dunn associé à Gilgeous-Alexander pour une autre version de l'équipe. Allez Poku, tu dois te mettre dedans ça. Voilà, le petit shoot externe qui remet l'équipe à -4. Schroeder défendu par Malédon. Et avec une aide défensive somptueuse de Jonathan Kuminga. La contre-attaque n'est pas tout à fait exploitable dans l'immédiat. Ce qui fait qu'on va un peu travailler. Allez, donne la balle, voilà. Kuminga, pick and pop peut-être. Ou tout simplement pénétration ici pour notre 9e choix 2021. Et derrière,
la bonne défense de Pokusevski sur Anthony Davis. Bref, vous l'avez compris, on est à la bataille et le match n'est pas perdu. Le match n'est pas perdu, mais pour autant, il ne faut pas se prendre ce genre d'action. Ah là 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 là. Caldwell Pope, qui heureusement avait le pied sur la ligne, donc ça fait pas 3 points. Et petit Evan Mobley qui arrive, voilà, séquence avec Dunn, Shai Gilgeous-Alexander, Mobley et Winslow, ainsi que Dwight Howard, puis Azubuike. Voilà, mon petit 5 qui termine le match normalement. Winslow a toutes les peines du monde à faire obstacle à LeBron James qui ressort intelligemment pour Caldwell Pope qui fait passer les Lakers à moins de 2 minutes à plus 3. Nous reviendrons sur 2 lancers francs à... Voilà, un point d'écart. Tout de suite effacé par LeBron James qui redonne plus 3. Pour les Lakers, Gilgeous-Alexander en pénétration. Caruso ne peut rien, je vous l'avais dit ça tout à l'heure. L'ami Winslow qui travaille. Ah là là, le ballon perdu. Il est horrible celui-là. Ballon perdu et contre-attaque désespérante conclue par le King à 46 secondes de la fin. On est à moins 3. Oui, j'aimerais vraiment prendre ce match-là parce que j'ai pas envie de rentrer dans un match 7. Parce que je me méfie trop des individualités. Et là, c'est la faute. Oh là là, Caruso, il leur bouffe la feuille. Il leur bouffe la feuille. Les 3 lancés pour Shai Gilgeous-Alexander. Le premier est dedans. Le deuxième est dedans. Et le troisième permet de revenir à égalité. 48 partout. Et si ça terminait en prolongation, cette histoire-là, c'est pas impossible à ce stade-là. Hein. Donc LeBron James, bah écoutez, va faire du LeBron James, c'est-à-dire il reste 30 secondes à jouer, peinard, T-cross, alley-oop pour Anthony Davis, j'ai envie de dire, tout va bien. Heureusement, en face, c'est Papa Chris Dunn qui a la balle pour venir égaliser le plus tranquillement du monde, en toute sérénité, un peu comme si on était dans les 3 premières minutes d'un premier quart-temps. Voilà aussi pourquoi j'adore jouer avec Chris Dunn. C'est que tout paraît simple et en plus ça défend. Alors pauvre Winslow, il va peut-être falloir lui apporter un peu d'aide à un moment donné parce qu'il est sur LeBron James qui cherche à se frayer un passage. Voilà, vous voyez, je suis pas loin. Et le ballon volé, ici. Oh là là, énorme. Bah, le match. Oh là 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 là. Il y avait le moyen de terminer cette contre-attaque. Ballon volé par Winslow. Contre-attaque, balle de match, dévissée. Voilà, donc là c'était déjà un premier moment délicat. Vous voyez, je vais tenter de jouer un peu small ball en cette prolongation. Pokusevski va jouer en 5. J'ai déplacé Kuminga au poste 4 parce qu'athlétiquement il me paraît avoir des capacités de résistance. En l'occurrence, Winslow continue par séquence aussi à souffrir. Bon, en même temps, il a un boulot monstrueux, hein, Justice Winslow. Hein. Mais à l'intérieur, on résiste aussi au alley-oop. Le petit Chris Dunn qui vient se jouer de Schroeder. On est à égalité. Ici, la prolongation est très serrée, même si sur cette action, on n'a pas bien résisté. On s'est fait complètement ridiculiser par LeBron James. Allez, c'est pas grave. Si on marque nos paniers, on doit pouvoir exister. Et on va, voilà, appeler un écran. Et... Ah, c'est bouché. Qu'est-ce qu'on fait Kuminga. Oh là 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 là. Quel mauvais choix. Quelle mauvaise séquence offensive. Les Lakers, plus 2, plus la balle. LeBron James en pénétration qui ressort pour Schroeder. Qui dévisse le tir. Heureusement, on prend le rebond. Il reste 20 secondes pour sécuriser quelque chose. Alors attends, on va pas s'affoler. On va pas s'affoler. Il faut jouer et ne pas laisser trop de temps derrière si jamais on avait la chance d'égaliser. Et c'est ce qui va se produire avec Gilgeous-Alexander. Alors là, j'ai laissé trop de temps en l'occurrence. On laisse 6 secondes. 6 secondes, c'est beaucoup trop pour des joueurs de ce talent-là. On va un tout petit peu changer les joueurs sur le parquet. Je ne peux pas enlever SGA. C'est impossible. En revanche, Dort va avoir sa chance. On va faire rentrer Mobley pour défendre sur Anthony Davis. On va voir un petit peu ce que ça peut donner sur cette séquence qui pourrait être la dernière du match. Si les Lakers arrivent à rentrer, ce shoot qui heureusement est dévissé par LeBron James. Et on va partir dans une deuxième prolongation. Ce match est ébouriffant. C'est pas fini. 56 partout.
Deuxième prolongation en vue. Allez, c'est Dwight qui se fait piquer la balle par Montrezl Harrell qui remporte l'entre-deux. On voit du Kuzma. Tiens, il n'y a pas Anthony Davis. Peut-être qu'il faudra en profiter. L'IA a souhaité le reposer un petit peu sur cette séquence. Il ne tardera pas à rentrer, je pense. Hein. Voilà le petit bloc de Mobley sur Kuzma pour empêcher le rebond offensif. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Dort à la balle. Il faut donner la balle à un meilleur ball handler là, en la circonstance. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Voilà, je fixe dedans parce que j'ai repéré un mismatch. Les Lakers se sont pas très bien organisés sur la contre-attaque pour se redistribuer défensivement. Et il y avait un shoot ouvert pour Théo Malédon à qui j'ai tenté de donner l'opportunité, mais ça a été dévissé la contre-attaque ici. Ensuite, d'erreur ouvert pour Caruso, contesté. Shoot contesté, ça va trop vite. Montrezl Harrell. Oh là 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 là. C'est la guerre. C'est la guerre sous le panier là. Dort en contre-attaque, ça passera pas. Kuminga à 3 points. Ça dévisse. En fait, c'est un peu du aura basket. Ça va d'un panier à l'autre, ça va à 2000 à l'heure. C'est terrible. LeBron James à 3 points. Oui, là c'est un choix de ma part par contre. Je l'ai laissé ouvert, j'ai pris le risque. Après tout, LeBron James n'est pas Stephen Curry non plus. Donc je me suis dit, tu le laisses, tu fais un choix. Et l'IA peut être tenté de vite lui donner ce qu'ils ont fait. Et le pari a été gagnant. Ensuite, rechangement de rotation. Vous allez dire, j'arrête jamais, mais ouais, normal. Parce qu'en fait, je vois des petites solutions, en tout cas, je devine des petites solutions qui peuvent apparaître au fil de la prolongation, là, tout en aussi gérant la fatigue. Pokusevski revient au poste 5, ça permettra d'écarter Harrell du cercle en fait. On a Kuminga qui en défend sur LeBron James et oh là là, l'aide défensive de Pokusevski, elle est juste somptueuse. Derrière, il faut assurer, il reste 10 secondes de possession là pour les Lakers. C'est une possession qui est capitale parce que si on arrivait à un stop défensif, oui, c'est le cas, ça permettrait ensuite d'exploser en contre-attaque et regardez-moi ça, 3 points pour Théo Malédon. Donc là, paroxysme d'excitation. On est à plus 5. Il reste 1 minute. Honnêtement, on va peut-être avoir la peau de ces Lakers-là. Il faut peut-être encore un stop pour s'adjuger une fin de match positive. C'est le cas. Rebond sécurisé. Et là, par contre, on joue. Le temps est avec nous. Hein. Il ne s'agit pas de se... On ne se dépêche pas. On va appeler... un floppy là pour Pokusevski. Ah bah non, finalement, on a tenté autre chose. En fait, je vous avoue, j'ai mal orienté le joypad. Le pad était vers le bas au lieu d'être vers le haut, enfin ou alors il n'était pas assez vers le haut, bref. Toujours est-il que on a cherché à sortir notre botte secrète, c'est le je cours vers le panier, je suis servi, et dans la foulée, je déclenche. Oh là là, oui, très bonne contestation de Malédon. Très très bonne contestation de Malédon, suivie d'une contestation intérieure exceptionnelle de Pokusevski notamment et de Evan Mobley. Derrière, c'est la faute. On a compris, on est dans le fall game. SGA va être envoyé sur la ligne. On est à plus 5, puis rapidement plus 6 et ici plus 7. 22 secondes. Si on ne fait pas les idiots, à ce moment-là, l'histoire elle est ficelée. On va sortir les Lakers en 6. Voilà. On se prend même du plaisir à dribble on the clock, comme ils disent nos amis les ricains. Ok, donc le tour est passé, on va en finale de conférence pour ce Thunder, qui vraiment, là, je peux vous le dire, regardez, 7%, 1 sur 15 à 3 points, ça a été la cata. Et pourtant, aux hormones, on est allé le chercher ce match sur une défense, et même dominé au rebond en plus. On est allé le prendre sur les qualités défensives. Vraiment, vraiment, vraiment exceptionnelle qualité défensive de cette équipe qui me donne un plaisir monstrueux. Je le dis, j'ose le dire, je voulais pas le dire au début de l'épisode, mais là maintenant je peux le dire. Plaisir incommensurable que de jouer avec ce Thunder. Et ce match aura vraiment été un des plus beaux pour moi à vivre, de par son suspense, ses rebondissements. Voilà, j'espère que il vous aura amusé de votre côté ou diverti ou plus. Voilà, toujours est-il que on va se retrouver face à qui? Face au bourreau de mes petits Suns. Et donc il y a une revanche là implicite qui doit être prise. Et la question tout de suite c'est,
on fait quoi contre Zion? Est-ce qu'on monte un plan anti-Zion ou est-ce qu'on continue comme les choses étaient parties? On va juste regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'Est pour savoir si Brooklyn va s'en sortir face aux Cavs. La réponse, c'est que 3-3, 7e match, oui, Brooklyn s'en sort. Brooklyn de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden s'en sort. Et donc, se retrouve en finale de conf face aux Hawks. Énorme. Les Hawks, quand même, vont en finale de conf, hein, c'est pas mal. Hein. Et puis les Pelicans, bourreaux des Suns, bah écoutez, on va essayer de s'en occuper. On va leur réserver un petit sort. Donc je n'ai absolument pas changé ma rotation. Parce que de toute façon, Bazley est blessé, le pauvre. Il a pris au moins 3-4 semaines, je crois. On laisse le petit Mobley en sortie de banc. On laisse démarrer Pokusevski, il n'y a pas de problème. Et puis le relais à 3 au poste 5, tranquillement. Allez, alors Ford à l'entre-deux, qui vole le ballon à Adams. Allez, c'est plutôt bon signe. On va essayer de commencer directement par écarter le jeu pour Pokusevski. Allez mon grand, tu peux le faire direct, le perfect. Bam, ça c'est fait. Donc le début de match va être vachement important. Parce que qui dit bon début de match, tiens, pas mal le tir contesté là d'Ingram, vraiment bon. Bon début de match enlèvera de la pression, permettra de jouer plus détendu et donc permettra de mieux jouer et de s'appliquer un petit peu plus. Bon, voilà, c'est une spirale vertueuse quoi. Donc, allez, pénétration, non, on a changé de défenseur ici, ça va. J'ai réussi à obtenir le changement, du coup maintenant j'appelle un deuxième écran qui vient et la mobilité d'Adams aura quand même été décisive pour permettre à leur Ford d'aligner à 3 points. Alors si on commence le match avec de la réussite à 3, honnêtement, ça sent bon. Surtout que Pokusevski vient confirmer cet état de fait. Donc déjà, jolie réussite en tout début de match. Tiens, Bledsoe cette fois-ci est contré par Mobley. Et derrière, la contre-attaque, spam, Kuminga qui artille dans le corner. Donc voilà, ben ça c'est tout ce que j'ai envie de voir en fait. Allez mon grand, là-bas la chaille, défense, contre-attaque, c'est létal. 20-12 pour le moment, fin de possession, contesté. Mais Bledsoe est quand même fort. Hein. C'est Lonzo Ball qui démarre, ben, comme dans la réalité, enfin ce qu'on a vu en tout cas depuis le début de saison, parce qu'on sait que du côté des Pelicans, il y a des murmures de trade potentiels sur leurs arrières, que ce soit Ball, que ce soit JJ Redick ou avec Bledsoe. À mon avis, ils auront du mal à échanger Bledsoe, sauf s'ils envoient quelque chose d'intéressant avec. Mais blague à part, ici c'est Ball qui start. Redick n'est évidemment plus là puisqu'on est en année 2, il est au Suns en l'occurrence, on le sait tous. Et Bledsoe en sortie de banc, c'est vraiment coquin. Après, il y a ce Kyra Lewis Jr. là, qui est pas mal. Je le trouve très très fort. Il est vraiment très intéressant. La contestation de Mobley sur Zion. Est-ce qu'on aurait trouvé une arme anti-Anthony Davis ainsi qu'une arme anti-Zion Williamson dans la personne de Mobley? Ce serait déjà pas mal. Hein. Si le mec il est une arme face à ces gens-là, c'est déjà... ça justifie plein de choses pour lui. Ça se passe plutôt pas mal. On a vu Kuminga encore qui en rajoutait 3 juste avant. Josh Hart qui dévisse. Ouais, ça sent pas mauvais. Ça sent pas mauvais en cette fin de troisième quart. On est à plus 9. Et même, hop là, Théo Maledon qui vient comme ça glisser pour amorcer le quatrième quart-temps à plus 11. Avec, bon, évidemment, toujours des difficultés au rebond, mais au moins on lui en laisse qu'un seul de rebond offensif à Adams. Derrière, Maledon, c'est son quart d'heure là. Il est énorme. Il nous fait un chantier ce Théo Maledon. Je vous dis pas. Ici, c'est le contre sur Zion. Mais oui, bien sûr. Steven Adams à 3 points. On va se calmer. Kuminga qui récupère. Contre-attaque. Gilgeous Alexander pour Maledon. Encore une fois, Maledon, il est on fire. Maledon est on fire dans ce moment de match. Plus 14, on va pas laisser Zion se régaler. On laisse, oui, bien sûr, prends-les, hein, mon grand. Tu peux en prendre 15 des shoots à 3 points, Steven Adams. Il n'y a aucun problème de mon côté. Non mais, allô quoi. Du coup, c'est vrai que l'avantage, c'est que, bah ouais, je peux surcharger Zion à l'intérieur.
fait. Je sais que si ça ressort sur Adams, il se passera pas grand-chose. Allez, on va jouer ici pour Théo. Voilà, tout simplement. Le mec est incroyable. Plus 16. Il reste 2 minutes à jouer. On a ici notre changement de rotation qui s'effectue. Ensuite, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. L'écart sera un peu réduit. Mais ce match sera pris sur ce run assez incroyable, notamment sur le début de match aussi, hein, avec une réussite externe. Et puis sur le run de fin de début de quatrième quart et de fin de troisième, notamment mené par Théo Malédon. Voilà, donc sur 2 temps forts, on aura plutôt pas mal exécuté, et on aura fait de grosses différences, avec une réussite à 3 points plus que correcte, 50%, c'est très bien. Du gros boulot au rebond malgré Zion, des contres, bref, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Maintenant, tout ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le jeu se comporte en simulation avec Théo Malédon et ses potes. Est-ce qu'on va avoir le bonheur de passer ou est-ce qu'on va être ramené à une dure réalité? Donc voilà, toute la question. Est-ce que de l'autre côté, les Nets, avec le trio magique, vont éliminer les Hawks? Voilà, c'est tout ce qui nous attend ici. Donc, 1-0 pour Brooklyn de l'autre côté. Parfait. On amorce le match 2. Match 2, ce serait pas mal de le prendre, mais je me fais guère d'illusions, mais il y a eu un 4e quart-temps d'anthologie pour OKC qui s'impose. Et donc 2-0, alors qu'il y a un partout de l'autre côté. 2-0, c'est pas mal déjà. C'est un bel avantage. Ensuite, normalement, on reçoit 2 fois. C'est-à-dire qu'en fait, on avait pris les 2 premiers matchs à l'extérieur. C'était énorme. Voilà, tiens. Personne ne fait la loi à domicile, puisque New Orleans, à ce stade, reprend un match, donc revient à 2-1, la série est plus indécise. On enchaîne avec, un match, semble-t-il, dominé, maîtrisé de bout en bout. On a gagné les 4 quarts-temps, et on mène 3-1 face à ces Pelicans. Pendant Brooklyn mène également 3-1 face aux Hawks. Est-ce qu'on aurait la finale NBA qui se dessine ici? Ou est-ce que il y aura un renversement de situation? Déjà, c'est pas là-dessus qu'on va conclure. Ah oui, ça y est, les Nets en finale NBA. Ils auront mis 4-1 aux Hawks. Et nous, écoutez, il n'y a plus qu'à apporter la touche finale. Là. Il y a un match à gagner, on simule. On va bien voir ce que donne cette simu. Est-ce qu'on va prendre le score comme ça à toute fin? Oui. Voilà. Donc en 4e quart-temps, encore une fois, ce sont les gars du Thunder qui auront fait la diff. Avec du gros Zion, mais mal entouré sur ce match-là. Box score avec pas mal de répartition des points. Au final, c'est un match assez défensif à moins de 100 points. Mais le job est fait et on est de manière totalement improbable. On se retrouve en finale NBA face aux Nets. Alors, tiens, intéressant de voir sur cette finale de conf, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu déjà un Shai Gilgeous-Alexander, Evan Mobley, waouh, qui ont un plus-minus de malade. Azubuike, Kuminga, Dunn, voilà, on a un peu le 5 qui émerge en fait face à ces Pelicans. Ça aurait été vraiment ces 5-là qui auront été les plus efficaces en tout cas. Quand ils étaient sur le parquet, c'est là que ça s'est le mieux passé pour l'équipe. Allez, maintenant, il y a l'équation à résoudre, l'équation des Brooklyn Nets. Pas évident. Pas évident parce que... alors, je les ai joués une fois en saison régulière. Je sais pas si... Peut-être certains se souviennent. On les avait battus en saison régulière et en vérité, le trio, il n'avait pas été très dérangeant et on n'avait pas eu beaucoup de mal à les taper avec ce Thunder. Maintenant, c'est pas pareil. Pas pareil parce que déjà, je vais jouer un match, mais le reste, je vais le simuler probablement. Et donc, qu'est-ce que le jeu va dire en simulation? Puis déjà, il faudrait peut-être essayer de gagner ce premier match. On n'est pas à l'abri de prendre des actions indéfendables de A à Z, en fait. Hein. Steve Nash, toujours coach, avec Mike D'Antoni juste à côté en assistant coach. C'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Allez, voilà. Alors Ford qui prend l'entre-deux.
Puis là, c'est pareil, hein, on va essayer d'écarter le jeu d'entrée, de poser. Waouh, magnifique, magnifique Kevin Durant. Durant, en fait, ça va être son soir. Il va être formidable. Il va enquiller, même si là, il a raté un shoot qui nous permet d'avoir une contre-attaque, mais il va enquiller des shoots, des actions vont aboutir de sa part, mais toutes plus belles les unes que les autres, en fait. Donc, nous, évidemment, on s'accroche, on résiste, mais vous voyez, voilà. On a vraiment tout ce que... Bah, moi, personnellement, je suis assez fan, en fait, du style offensif. Attention, le mismatch. Ah là là. Kevin Durant sur Théo, et bam, le fade away, mais... C'est jordanesque. C'est jordanesque, ces actions-là. C'est d'une élégance complètement dingue. Et honnêtement, j'adore. J'adore voir jouer du gros Kevin Durant. Je trouve ça juste trop beau. Alors par contre, si on pouvait être un peu actif en défense, monsieur, Pokusevski, là, ce serait sympa. Ici, hop là, sur la mise en jeu. Irving qui a filé dans le corner, qui est beaucoup plus malin que le défenseur et que moi d'ailleurs réuni. Donc, allez, c'est tendu, mais rien d'irrémédiable. On est au contact. Va donc se jouer. Attention, il va falloir venir en aide. Voilà, vous voyez. Hop là. Mais malgré l'aide, qui d'ailleurs n'était pas phénoménale, la mismatch a tourné en faveur de Durant. Faut dire que peut faire Chris Dunn là-dessus? Pas grand-chose. Et Azubuike n'était pas vraiment dans le bon timing. Bref, hop là, il nous reste la petite botte secrète quand il faut essayer de mettre quelques points. C'est le alley-oop, puisque les qualités athlétiques des surathlètes que peuvent être Howard ou bien même l'ami Azubuike doivent jouer un rôle, mais voilà, ça se passe pas très bien là en cette fin de troisième quart, pardon. Avec donc Kevin Durant qui semble vouloir faire le boulot et apporter cette première victoire aux Nets. Ouh, ici on n'était pas loin de la flagrante pour moi. Dédé Jordan qui a coupé en plein vol Justice Winslow. Est-ce que ce serait pas le tournant de ce match, d'arriver comme ça à choper le 2+1 derrière? Attention, il faut défendre. Waouh, il obtient les lancers. Le cochon, il obtient les 2 lancers. Ah, du coup, on risque de... Ben oui, 1 et 2. Quand je vous disais que c'était le match de Kevin Durant, le mec nous remet à -7 à la fin du troisième quart. Donc ça fait particulièrement mal. Surtout que d'entrée, oh là 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 là. Allez, il s'envole. Indéfendable, je vous dis. En même temps, qu'est-ce que tu veux défendre Kevin Durant? Je crois que je serais tout au plus capable de vous citer 5 ou 6 gars en NBA qui sont capables de peut-être faire un peu de mal à Kevin Durant. Mais un peu. Mais certainement pas de l'annihiler, quoi. Donc, bah oui. Allez, Winslow sur Dédé Jordan. C'était nickel. Et là, c'est Shai Gilgeous-Alexander qui nous permet encore d'avoir un espoir à 3 minutes de la fin. Le show Kevin Durant est peut-être un peu calmé. C'est James Harden ici maintenant qui nous fait le soliste, sauf qu'il a été joliment contesté. Vous voyez, on est en train de revenir en vérité sur toute cette série de stops défensifs. On revient péniblement, mais on revient sûrement. Ah, par contre, les ballons perdus, là, ici, comme celui-là, c'est une calamité, surtout que derrière, Irving ne se fait pas prier pour aller déposer le pull-up, pardon. Donc, bah oui, derrière, il nous faut les 3 points. C'est Shai qui vient comme ça planter ce panier de l'espoir. Allez, oui, bah Perry, vas-y, prends-les tous les jours, ces shoots-là, c'est pareil. C'est comme Adams tout à l'heure à 3 points. Je veux dire, je te les donne, mais toujours. Moi, du moment que c'est ni Irving ni Durant qui prennent un shoot, ni Harden, en tout cas aucun des 3 monstres, je prends. Quelque part, je leur laisse les positions aux autres. Hein. Il faut choisir son poison. Je préfère être battu. Oh là là, il est pas beau celui-là, franchement. Somptueux panier à 3 points ici de Irving pour refaire passer les Nets devant. Allez, toujours en sérénité. Chris Dunn, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir créer ici? Pose d'écran, peut-être le alley-oop pour Mobley. Oui, voilà, ça fonctionne. Il reste 22 secondes. Est-ce qu'on va aller en prolongation ou est-ce qu'on va se faire crucifier ou est-ce qu'on va encore piquer un ballon? Toujours est-il qu'il faut de l'aide. Il faut de l'aide par rapport à Durant. Cette aide est arrivée et évidemment j'ai laissé Jordan tout seul.
lequel a pris un 2 points long. Qu'est-ce que vous voulez que Dédé Jordan nous mette un 2 points long? Il s'est pris pour Patty Wing. Bon, voilà, je m'amuse, hein, mais vous avez compris. Je respecte Dédé Jordan. Hein, c'est juste que j'ai quelques doutes en fait sur sa capacité à rentrer ce genre de shoot. Allez, contre-attaque. Très très bonne contre-attaque ici, même si on aurait aimé avoir le 2+1. La défense, surtout la défense était bonne en fait. Il y avait une bonne contestation sur James Harden. Et derrière, on va chercher les points au lancer. C'est Théo Malédon qui s'en est occupé. C'est difficile quand même ce match. Même si on est en prolongation ici, honnêtement, c'est pas évident du tout. Là, il y a eu un geste défensif de Winslow de toute beauté. Alors le problème, c'est qu'offensivement, la solution ne nous crève pas les yeux. Hein. Donc l'intervention défensive sur Harden était somptueuse. En revanche, maintenant, il faut trouver une inspiration. J'en manque parce qu'honnêtement, ils sont bel et bien présents, les gars. Et j'avais du mal à lancer quelque chose sur cette attaque. Heureusement, James Harden fautif, ce qui va donner de lancer à Shai et à nous permettre de passer à +4. Allez. Non, mais ceux-là, par contre, mon grand, je te les laisse aussi. Les fadeaway à 6,50 m, alors que tu aurais de meilleurs choix, Kevin Durant. Là, c'était quand même très mal joué offensivement de la part de Lia, qui permet en plus à Winslow derrière de prendre le 2+1. Donc, ouais, Justice Winslow qui score pas mal hein, sur ce match-là. Il a été opportuniste et nous aura bien aidé. +7. Est-ce que c'est fini? Ou est-ce qu'on peut encore se faire remonter? Bah, regardez, Kevin Durant, qui fait un carton absolu, a décidé que ça n'était pas terminé. Et heureusement que la claquette est ratée un peu plus tard, parce que je suis en train de souffrir offensivement. La balle à Durant, ici, Perry à 3 points, mais je te le donne, mon grand, c'est pareil. C'est comme je disais tout à l'heure, on va le donner, et puis surtout, on va être terrible en défense, ce qui va entraîner la fin de ce match avec un fall game assez bref, mais bon, bah, la défense, au final, aura fait la diff. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Et même malgré l'extraterrestre Kevin Durant, qui a, on va le voir juste après, a fait un carton total, on aura quand même réussi à résister, notamment en allant chercher des lancers, notamment en ne se faisant pas dominer au rebond, et en jouant 16 passes décisives aussi, c'est pas si mal. En tout cas, il y a eu plus de jeux de panier sur passes décisives que du côté des Nets, qui jouent un peu comme des solistes. Avec la prolongation, ça nous fait du 156, 152, 136. Bon, écoutez, pourquoi pas. 65 points de Kevin Durant à 28 sur 51. Par contre, Harden, vraiment en lose absolu. Irving a fait son job hein, également. Hein. Mais Harden voilà, aura crucifié les Nets par son manque de réussite. Et aussi peut-être le fait qu'il n'a pas assez utilisé le ballon, hein, je trouve, surtout. Et donc, bah, le reste va être simulé. Allez, on va voir ce qui se passe. Uncle Drew qui nous plante au match 2 pour l'égalisation des Nets à 1 partout. Allez. Ah, le retour de Bazley. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le remet? Ou est-ce que comme tout va bien, on reste comme ça? Bah, franchement, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire à ce stade-là. Parce que j'aurais bien envie de le remettre dans la rotation, mais en même temps, avec Mobley là, ça fait un boulot, mais de malade. Du coup, je reste comme ça. Et ça se passe pas si mal. On prend le match 3. Donc voilà, on prie Bazley de nous excuser, mais a priori, on n'a pas prévu de le remettre. Bon, après, il fait partie du plan hein, sur le long terme, hein, mais là, je le remets pas. Je le remets pas, j'ai trop peur de tout gâcher. Shai Gilgeous-Alexander s'est blessé à la tête. Il n'y a pas de drame, apparemment, en tout cas. On va continuer ainsi. Il n'y a aucune raison de le sortir. C'est le franchise player. Il est le leader naturel de ce groupe, avec ses 28 points de moyenne, avec une contribution à la fois statistique et pas que de tous les instants. Donc 2-2 à présent dans la série. 2-2. Bah, écoutez,
C'est plutôt pas mal. On a le retour de Shai. Voilà. Et donc, le match 5 crucial qui est pris par le Thunder, ici en simulation. Ce qui veut dire que, ouais, on se pince pour y croire. Ça paraît, mais juste impensable. On est en pleine science-fiction. Thunder joue pour un titre NBA sur ce match numéro 6 du côté de Brooklyn. En plus, regardez, on a tutoyé les 20 points d'avance et l'histoire semble entendue à plus 10 lorsqu'on a décidé d'aller chercher notre trophée. Plus 10, une 40 à jouer. Qu'est-ce que vous en dites? Ça valait le coup quand même de rentrer, histoire de se faire plaisir, de mettre un ou deux paniers, d'admirer le magnifique parquet de Brooklyn et titre NBA pour cette équipe d'OKC. Donc absolument irréel, absolument inenvisageable. Mais cette équipe aura fait ce qu'on croyait pas possible d'elle. Moi je croyais plus aux Suns en fait. Sur ces playoffs, parmi mes 3 équipes, celle à laquelle je croyais le plus, c'était les Suns. Je sentais bien que les Raptors, il y avait quelque chose qui empêcherait d'aller bien loin. Mais je pensais pas que le Thunder irait jusqu'au bout. Et ils l'ont fait, voilà. C'est bon. Donc, voilà, une issue assez imprévisible. Il va falloir maintenant s'occuper de l'été, voir quelles options je prends. Mais là, pour le coup, c'est assez naturel. Parce que je pense que les Horford et Dwight Howard vont prendre un peu de recul, forcément. Parce que de toute façon, ils vont régresser. Ils vont tomber sûrement à 73 ou 72, des trucs comme ça. Donc il va falloir que dans le secteur intérieur, Azubuike et Mobley et Pokusevski prennent les minutes. Et puis évidemment, après, essayer de voir de quelle manière on s'arrange poste 4. Est-ce qu'on donne un peu plus à Kuminga derrière Bazley, par exemple? Est-ce qu'on re-signe Winslow? À mon avis, oui. Voilà. Il y a comme ça plein de petites choses, mais il va falloir filer un gros contrat à Shai Gilgeous-Alexander. Bref, il y a plein de petites choses amusantes que je vous proposerai assez prochainement. Et là, je profite de cette toute fin d'épisode. Je voulais je mettrai dans les commentaires un vote pour savoir un petit peu si voilà, ceux qui ont l'habitude de regarder cette série de vidéos là sur NBA 2K, est-ce que vous préférez quand je rassemble les 3 équipes dans un même épisode, ou est-ce que vous préférez que je scinde par équipe et que finalement dans un épisode donné, sauf playoff, on ne parle que d'une équipe en particulier? Voilà, ça je vous avoue, je veux bien savoir, parce que je peux faire les deux. J'ai pas de préférence, je m'en fiche en fait. C'est juste savoir qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est plus agréable pour les uns et les autres. On peut se le faire à la majorité. Voilà, à plus.